Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue du coup pour cette conférence. Merci à l'UFR Staffs de pouvoir organiser ce genre de conférence débat. Donc on laissera un temps, je dis débat parce qu'on va laisser un temps d'échange à la fin pour que vous puissiez réagir. Donc sur les modalités d'organisation, on va avoir donc une conférence de Pablo Félès qui est enseignant de PS au collège de Chantenay à Nantes. Donc rapidement, son parcours, il a été enseignant en région parisienne pendant 7 ans. Voilà. Et ensuite, il est revenu dans l'académie de Nantes. Et depuis 6 ans, il enseigne au collège de Chantenay. Alors, il est responsable du dispositif Sentinelle qu'il va vous présenter. Il est également formateur. Alors, tu m'as dit comment le dire. Il est formateur sur les questions de la lutte contre le harcèlement scolaire dans l'académie de Nantes. Et il vient accompagné donc de Colette Stern-Manzoni, je vois ton nom heureusement, qui fait partie de ce dispositif. Et donc elle prendra aussi un peu la parole pour vous expliquer son rôle. Pour les modalités d'organisation, il y a un lien Zoom. Alors ça ne vous concerne pas, sauf si vous ne voulez pas poser de questions à l'oral, mais on va privilégier quand même la communication orale si jamais vous avez des questions en fin de session. Et donc sinon, vous pouvez poser des questions dans le chat sur Zoom et je me ferai porte-parole de vos questions. Voilà, mais on privilégiera quand même l'oral. Je vous souhaite une bonne conférence et je laisse la parole donc à Pablo et Colette. Bonsoir à tous, donc merci d'être nombreux. C'est intéressant aussi de voir que la filière STAPS se mobilise pour un sujet sur le harcèlement. On est très content là de venir vous présenter ça. Colette un peu moins pour l'instant parce que forcément vous imaginez un élève de 3e venir face à un aussi grande audience, c'est pas évident, surtout qu'elle devait être accompagnée d'une autre élève de 3e qui est bloquée avec son stage de 3e à Séville. Enfin, je vous laisse imaginer le stage qu'elle a. Et donc on va commencer cette conférence. On va essayer de prendre 3 quarts d'heure, peut-être un petit peu plus sur la présentation et puis définir un petit peu ensemble le harcèlement pour qu'on ait le temps après d'échanger parce qu'on n'aura pas le temps de tout aborder. Donc il ne faudra pas hésiter à poser des questions, des choses que vous n'avez pas compris ou des choses pour aller plus loin. Donc il y aura un temps pour ça qui sera pour nous important de vous laisser. Donc la photo, c'est une des dernières générations qui a été formée au dispositif Sentinelle qu'on va vous présenter par un film dans un premier temps. Par un film qui a été fait pour le concours de lutte contre le harcèlement, le concours national. On avait remporté le prix de l'Académie de Nantes, mais pas au niveau national. On ne sait toujours pas pourquoi. Mais vous allez le voir, donc c'est sans parole, et vous allez voir l'interprétation que chacun peut en faire. Dans tous les cas, se dégage une façon d'agir des sentinelles dans le collège à travers ce film. Et Colette prendra le relais pour vous expliquer un petit peu de quoi il en est. Alors, c'est parti. J'ai tout dit, tout dit, tout dit. J'ai terminé ma phrase, tout dit. J'ai tout dit, tout dit. C'est gravé dans le marbre, tout dit. Et tout dit, si, tout dit, tout dit, ça, tout dit. Tu veux que l'on se parle, tout dit. Oh ma sœur Hildegarde, tout dit. Je tout dit, suis tout dit, le tout dit, bruit tout dit, des oiseaux dans les arbres, tout dit, j'ai tout dit, tout dit, tout dit, j'ai fui à la hussarde, tout dit, j'ai tout dit, tout dit, et les rats m'ont suivi, tout dit, et tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu as peur pour ma vie, tout dit, oh ma sœur Hildegarde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, de la pluie dans les arbres, tout dit, j'ai, tout dit,
j'ai rompu le charme, tout dit, tout dit, tout dit, j'ai tout dit. Maintenant je vous regarde, tout dit, tout dit, tout dit. Plus de 700 000 élèves harcelés en France. Agissons. Voilà, donc vous avez peut-être reconnu le titre de Camille, la chanteuse. Le film a été réalisé par Max Tchouming, qui était l'ancien proviseur adjoint du collège, qui avait mis en place ce dispositif à Évry dans un premier temps, puis qu'il l'avait importé au collège de Chantenay, donc à Nantes. Et le scénario avait été aussi réalisé avec les élèves, donc les élèves sont acteurs du film, voilà. Mais au niveau des images, on n'aurait pas pu faire sans Max Tchouming. Je laisse donc Colette vous présenter l'acronyme donc RIRE et vous dire un petit peu en quoi cela consiste. Du coup, avec les sentinelles, on a une règle qu'on appelle le RIRE, qui parle en même temps des élèves sentinelles, mais aussi des adultes. Donc les deux premières lettres, le R et le I, ici, parlent des élèves. Le R, c'est repérer, donc c'est une des deux choses que les élèves font. Donc c'est être attentif dans le self, dans la cour, dans les couloirs, en fait partout dans le collège, aux autres élèves, voir si on ne repère pas un élève qui est isolé, au self qui mange souvent tout seul ou qu'on voit souvent traîner tout seul dans la cour. Donc par exemple, moi ça m'est déjà arrivé de voir une élève en particulier qui était très isolée, qui mangeait toute seule au self, qui était toute seule dans la cour, qui rejetait un peu toute autre personne qui pouvait vouloir être avec elle, et en même temps, il y avait beaucoup de personnes qui ne voulaient pas être avec elle, qui la laissaient à l'écart. Et du coup, dans le film, par exemple, on voit que les deux élèves qui sont adossés à la voiture à la sortie du collège, c'est deux élèves du coup, qui repèrent. Le I, du coup, c'est pour intervenir. Donc, après avoir repéré un cas, on intervient. On n'intervient jamais tout seul. En général, on intervient avec un ou deux autres élèves. Et du coup, pour intervenir, on ne va jamais intervenir auprès du harceleur. On va intervenir auprès de la victime, par exemple en lui disant tu n'es pas seule, on est là pour qu'elle prenne conscience que c'est pas normal ce qu'elle vit et qu'elle prenne conscience aussi qu'elle n'est pas toute seule, que si elle a besoin de parler, si elle a besoin d'aide, on est là. Et on va aussi parler aux témoins, donc qu'on peut voir aussi dans le film, il y a beaucoup de témoins. En fait, sans les témoins, il n'y a pas de harcèlement. Donc, il faut aussi beaucoup sensibiliser les témoins en leur disant est-ce que tu trouves que c'est normal ce qui lui arrive ? Est-ce que si c'était à toi que ça arriverait, tu n'aimerais pas qu'il y ait quelqu'un qui dise non ? Est-ce que tu aimerais qu'il y ait des témoins justement qui rigolent, qui suivent ? Et du coup, par exemple, nous, ça nous est déjà arrivé d'intervenir auprès de victimes. Et ça peut arriver aussi qu'elles nous disent non, moi, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie. Et on peut pas forcer quelqu'un, du coup, à nous écouter ou à nous parler. Et on a une autre règle, du coup, qui s'appelle la règle des 49%. C'est aussi qu'on ne peut pas faire plus que la personne. C'est-à-dire qu'on accompagne la victime, mais on peut pas faire plus que ce qu'elle ne fait. Si elle décide de rien faire, on ne peut pas la forcer et on ne peut pas faire plus que ce qu'elle ne fait. Voilà. Donc je complète un peu. Donc, Colette a été formée donc, quand elle était en 6e. Et donc, voilà, là, elle est en 3e, donc ça fait plusieurs années de pratique. On voit qu'elle maîtrise bien le sujet. Et en fait, ce qu'elle vous dit, c'est aussi par expérience aussi des interventions qu'elle a faites, mais c'est aussi les premières choses qu'elle a appris lors de la formation, où en fait, on emmène les élèves pendant 2 jours et on leur apprend à repérer ce que sont des signaux faibles. Donc, un élève qui mange seul, un élève qui est jamais pris dans les groupes, en EPS, dans les groupes... dans les différentes équipes, même dans les groupes classes pour faire un exposé. Et puis nous aussi, les adultes, on se forme à ça, à repérer ça. Donc on peut le repérer sur les chutes des résultats scolaires, mais on va le repérer aussi dans les trajets. Moi, c'est vrai que comme je suis prof de PS, quand on accompagne les élèves dans les trajets, ce qui se passe dans les vestiaires, sur le choix des équipes, voilà, donc on essaye de repérer ça. Et puis après, l'intervention, ça va dans un premier temps être plutôt les élèves. Et donc, on estime que pour le repérer et intervenir, chez nous, ce sont
à 80% les élèves qui font le travail. Donc ils ont un rôle hyper important et c'est pour ça aussi que les élèves sont motivés, c'est qu'ils ont un rôle utile et ils sont formés pour ça, donc ils ont les outils. Et donc à l'adolescence, qu'on me donne un rôle important dans un établissement, forcément ça suscite de l'intérêt. Ensuite, je voulais aborder du coup avec vous la suite, donc le R, le référé. Donc la plupart du temps, les élèves nous le réfèrent à nous, les adultes référents. Alors on est actuellement, par exemple, on est 22 personnels formés dans l'établissement. Donc c'est un établissement de 800 élèves, donc on est à peu près une soixantaine d'enseignants. Mais en fait, ça ne va pas concerner les enseignants uniquement, et heureusement. On va avoir, par exemple, chez nous, donc, on a 16 enseignants quand même cette année, et c'est un peu le défaut qu'on a en ce moment, c'est qu'on a trop de profs formés. On a 2 agents. On a un AED, donc assistant d'éducation. On a un AESH qui s'occupe des élèves en situation de handicap. On a la conseillère principale d'éducation, donc CPE, des parents d'élèves qui ont été formés aussi. On en a 3. Et puis, on a eu les autres années avant l'assistante sociale et l'infirmière. Et ça, le pôle médico-social va être forcément primordial dans la prise en charge des faits de harcèlement. Et donc, quand on vient nous référer, dans le film, il y a les élèves qui remplissent une fiche, qui peuvent remplir aussi si ils ne peuvent pas nous voir. Sinon, on a des permanences le midi, donc on en a 2 dans la semaine, où les élèves viennent spontanément. Le principe est la libre participation, donc une fois qu'ils sont formés, ils sont libres de venir aux réunions ou pas, de continuer à vouloir devenir formateur, comme Colette, encore intervenir, etc., ou pas. Ou alors une année faire une pause et puis l'année d'après avoir un cas dans sa classe et de nouveau intervenir. Donc il y a une libre participation qui est hyper importante dans le choix d'engagement des élèves. Et donc quand ils viennent nous voir, nous après on va du coup essayer d'agir on appelle ça le « et après ». Donc on va avoir plusieurs modalités d'intervention. La première, ça va être de mener déjà des entretiens pour comprendre ce qui s'est passé dans une situation. Donc les élèves viennent nous voir si leur première intervention n'a pas fonctionné auprès des spectateurs qui ont rigolé de la situation, auprès de la victime qui est toujours isolée. Et donc, on va être du coup sur une méthode de préoccupation partagée qui est hyper intéressante à utiliser dans le domaine de tout ce qui est relationnel en fait avec les adolescents notamment, puisqu'on ne va pas venir avec une intention de mener l'enquête. On ne va pas venir on m'a dit que tu avais fait ça, c'est vrai, c'est pas vrai. L'élève, il va se fermer tout de suite, il ne va pas vouloir répondre. Et pourtant, c'est le premier réflexe. On a des informations, on a envie de les donner et les confronter face à cette réalité, mais en fait, ça ne va pas forcément fonctionner. Donc, dans la méthode de préoccupation partagée, on va s'entretenir dans un premier temps avec plusieurs élèves de la classe ou du groupe qui est concerné. Et puis, on va leur demander, en étant préoccupé pour la victime, on va dire, voilà, on sait que tu connais Émile dans ta classe, on m'a dit que tu pouvais m'aider. Et qu'est-ce que tu as pu observer sur sa position dans la classe? Est-ce que tu peux me dire quelque chose sur lui, sur sa situation? Est-ce qu'il a des amis? Est-ce qu'il va bien? Et dans ces gens qu'on va mener l'entretien, il va y avoir les harceleurs présumés, il va y avoir des témoins de situation, et puis ensuite, on va aller faire un entretien aussi avec la victime présumée. Et je dis bien présumée parce qu'il ne faut pas se tromper de victime. Des fois, au fur et à mesure des entretiens, on apprend que en fait, la victime n'est pas tant victime que ça. Et si on se trompe, c'est le danger, c'est qu'on va tout analyser en fonction de cette victime qu'on pense être victime, et en fait, on est complètement à l'envers. C'est une autre personne qui est victime. Donc, dans ces entretiens-là, on va, par exemple, au harceleur, lui demander, voilà, on m'a dit que tu pouvais m'aider. Alors, par exemple, moi, je l'ai fait avec des élèves de SECPA, où j'étais en déplacement avec eux dans un tramway. Je suis allé juste à côté d'eux, et puis je lui ai dit, voilà, on m'a dit que tu pouvais m'aider. J'ai une élève dont je suis professeur principal, qui a peur de venir au collège depuis un petit moment. Est-ce que tu peux me dire quelque chose? Ah non, je vois pas du tout de quoi vous parlez, monsieur. Ça me dit rien du tout. Et donc là, je vais pas aller plus loin. Je vais lui dire, ok, est-ce qu'on peut se revoir? Et tu la connais, tu vois qui c'est? Oui, je vois qui c'est. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut se revoir dans une semaine? Et tu l'observes pendant une semaine et tu me dis ce qu'il en est. Et donc là, l'élève, on lui demande de l'aide, et souvent, quand on nous demande de l'aide, on répond par la positive. Donc du coup, là, on va le revoir une semaine après, et puis il va nous dire ce qu'il a vu, ce qu'il a observé, et puis si finalement il est aussi acteur lui du harcèlement, et souvent là il va craquer, ou on va pouvoir amener une petite information.
mais toi, tu ne l'as jamais suivie pour aller chez elle? Oui, et là, l'élève en question, il avait tout de suite avoué, son copain avait avoué qu'effectivement, son copain était amoureux d'elle, donc il voulait la suivre, mais il ne savait pas comment faire pour essayer de la dragouiller, etc. Il n'y arrivait pas. Donc l'histoire, en fait, était très simple, mais finalement, l'élève, depuis 2-3 semaines, elle venait au collège la boule au ventre parce qu'elle avait peur de se faire embêter par ces 2 élèves. Et donc, on peut très bien, avec cette méthode-là, ne pas agresser la personne qui est présumée harceleur, et puis de petit à petit avoir le fin fond de la vérité. Et on va le faire avec des classes entières où du coup les témoins vont nous apporter quelque chose. Effectivement, je l'ai vu se faire traiter d'imbécile plusieurs fois, je l'ai vu se faire mettre à l'écart, etc. Qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? Je vais lui demander à cet élève-là. Et là, du coup, l'élève va chercher des solutions. Il va dire, je pourrais l'intégrer avec moi à mon équipe de temps en temps. Je pourrais l'inviter à venir manger avec moi. Donc petit à petit, on va déjà soit tuer la situation parce qu'en fait, les élèves ils vont remarquer qu'ils ont été grillés. Donc, ils vont arrêter tout de suite le harcèlement. Ou alors, ils vont chercher des solutions pour améliorer la situation de l'élève en question. Donc ça, c'est une méthode que je pourrais détailler en détail si vous voulez tout à l'heure. Là, je fais un petit peu vite malgré tout parce que c'est tout un processus. Je vous ai mis là, voilà, les étapes que je viens de vous évoquer aussi. Là, donc les entretiens, on pose des questions ouvertes, on essaye d'obtenir la vérité. Et une fois qu'on a obtenu le fin mot de l'histoire, on va proposer à la victime de la situation, si elle souhaite en parler en classe, en vie de classe, pour réparer ce qui lui a été fait, ce qu'elle a subi. Donc là, j'ai eu un cas dans une classe de 6e là, que j'avais au début de l'année, d'un élève qui se faisait traiter d'imbécile depuis le début de l'année, dans la cour, dans la classe, on le traitait de baluche. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, c'était un mot, je crois, d'origine arabe qui voulait dire imbécile. Bon, je n'avais pas tout compris au début. Et même les élèves dans la classe, quand je menais les entretiens, ne voyaient pas de ce dont on parlait. Et en fait, petit à petit, j'ai réussi à avoir la vérité avec ces entretiens. Et donc, j'ai proposé une vie de classe pour réparer ce qui avait été abîmé. On a un grand principe, c'est de dire que ce qui est abîmé par un groupe doit être réparé par un groupe. Et donc là, la réparation, quand on est reconnu victime, quand on nous dit « oui, je t'ai fait du mal, oui, je t'ai dit ça », il y a un sentiment de soulagement là, qui peut être ressenti par la victime, d'être reconnu victime, plus que finalement d'autres histoires qu'on a vues où l'élève il est exclu 3 jours parce qu'il est avéré que depuis le début de l'année, il l'insulte, il lui fait du mal. Ok, c'est avéré, 3 jours d'exclusion, il revient 3 jours après. On a eu le cas d'une élève qui, comme ça, s'est fait exclure et elle est revenue le jour d'une sortie scolaire. Elle est rentrée dans le car, tout le monde « ouais !» Elle est arrivée comme une chef. Et donc, ça n'avait rien changé du tout. Et la victime n'avait pas été reconnue victime, finalement, et s'enfonçait dans sa posture de victime. Donc, on essaie de réparer en groupe, de faire de la justice restaurative. Et donc là, on va avoir toute une méthode aussi pour essayer de réparer ça, que je pourrais aussi détailler si ça vous intéresse davantage tout à l'heure. Mais le grand principe, voilà, c'est de dévoiler les cartes. Vous connaissez peut-être le jeu du loup-garou. Et où en fait, quand on joue, on est tous dans notre personnage, soit du loup-garou qui cherche à tuer les villageois, de la sorcière, de la petite fille qui a tout vu mais qui ne sait pas comment le dire, etc. Et puis au fur et à mesure du jeu, on dévoile les cartes. Et à la fin du jeu, on sait qui était qui. Ah, mais en fait, t'as menti depuis le début. En fait, c'est ça qu'on va faire à la vie de classe. On va dévoiler les cartes et dire quel rôle chaque élève a eu. Et là, dans la situation du 6e là, qui se faisait traiter depuis le début de l'année, j'ai eu des élèves dans la vie de classe qui se sont excusés auprès de la victime de n'avoir rien fait. Il y en a qui sont excusés de n'avoir rien vu, de ne pas avoir fait attention, et il y en a d'autres qui se sont excusés de n'avoir rien fait. Et donc là, la victime a été reconnue dans sa posture de victime, et elle a eu un grand soulagement en fait de voir que la classe n'aurait pas aimé être à sa place. Donc on cherche à réparer comme ça ce qui a été fait. Donc c'est aussi c'est sous la forme aussi de ce qui avait été fait en Afrique du Sud après l'apartheid là sur les commissions de réconciliation et vérité. Avec Nelson Mandela. Donc c'est ce principe-là aussi plutôt que d'être dans la punition, la répression, d'être dans essayer de comprendre et de réparer ensemble. La plupart des situations quand même s'arrêtent au R et au I, donc on repère et on intervient. Donc souvent ça s'arrête là et quand les situations sont un peu plus enquistées, on va référer aux adultes et voilà toute la démarche après des entretiens et de la vie de classe pour réparer. Maintenant, ça
Voilà, ça c'est les fiches qu'on utilise pour les heures de vie de classe là, de justice restaurative. On a tout un procédé voilà, pour sécuriser la parole, pour que tout le monde puisse s'exprimer, notamment la victime soit en sécurité pour s'exprimer. Donc, je vous donne quelques chiffres parce qu'on nous en demande, et en fait c'est un peu dommage, mais on nous en demande régulièrement. Et il y a des choses qui sont chiffrables. C'est vrai que cette formation on l'a fait tous les ans, donc on a toujours 42 nouveaux élèves et 6 nouveaux adultes qui se forment. On a du coup, comme on forme chaque année, on a à peu près 120 élèves qui sont formés dans l'établissement. J'ai mis à titre d'exemple à la rentrée en septembre. Donc après la première permanence, ça devait être fin septembre. Donc une permanence du midi où les élèves viennent nous voir pour discuter des difficultés qu'ils ont dans leur classe. On avait une dizaine de cas déjà des sentinelles qui avaient repéré, des élèves sentinelles qui avaient repéré des choses dans leur classe. Donc dans leur nouvelle classe en fait. Donc déjà en 3-4 semaines, il y avait déjà 10 cas qui avaient été repérés que nous, on n'avait pas forcément vu les adultes. Voilà, dans les années, du coup, au cours de l'année, on arrive à peu près à faire 5 heures de vie de classe de justice restaurative, des fois plus, des fois moins, ça dépend les cas qu'on a. Et j'ai mis un grand mais parce qu'effectivement, combien de situations sont tuées dans l'œuf quand Colette va avoir un élève qui est isolé et finalement va l'accueillir à sa table au réfectoire ou le mettre dans son équipe de basket, etc. Mais à combien d'élèves comme ça qu'on finalement leur fait du bien et ils ne tombent pas dans quelque chose de plus dramatique ou qui s'enquistent. Et puis, par provocation, mais combien on a évité de dépression et de suicide, on ne sait pas, on ne saura jamais en fait. Il y a des fois, il y a des situations qui sont graves, mais qui auraient pu être graves, et puis on les a arrêtées à temps. Donc on ne peut pas tout chiffrer. Il y a des choses qu'on peut chiffrer, mais pas tout. Finalement, le dispositif, là, il n'est pas axé sur de la rentabilité, vous l'avez compris. Oui, mais la grande question, c'est quoi le harcèlement? Parce qu'on a tous des définitions un peu différentes. Donc là, on vous parle de ça depuis tout à l'heure, mais on va essayer de vous en dire un peu plus. Je commence par une vidéo qui est d'un collègue de Lyon, de PS aussi, ils ont le dispositif ici en place, et donc qui ont fait une vidéo sur le harcèlement. Test de concentration. Combien de pas sont effectués par l'équipe rose? La réponse est 12 passes. Mais avez-vous remarqué un détail? Je m'appelle Audran. Suis-je un détail? Se faire bousculer. Est-ce un détail? Des moqueries. Un détail aussi? Et se prendre des projectiles. Se sentir seul, isolé. Est-ce vraiment un détail? Donc, dans cette situation, on voit plusieurs postures. Et on a donc une grille de lecture d'une situation de harcèlement qui est tirée du coup du psychologue communautaire Éric Verdier, qui a mis en place ce dispositif, qui a inventé aussi ce dispositif Sentinelle et référent, et donc qui a aussi théorisé tout ça. Et donc, c'est une façon de voir le problème. Et donc, nous, on l'utilise beaucoup et dans la formation, les élèves le voient. Et c'est ce qui vous a été distribué, ça s'appelle le triangle de l'abus. Et Colette va vous en faire une lecture avec vous.
Du coup, le triangle de l'abus, c'est l'outil dont on se sert beaucoup pour montrer les différentes postures qu'il y a dans une situation de harcèlement. Et déjà, il faut savoir que ces postures, elles tournent toujours, elles ne restent pas fixes. Et quand justement elles sont fixes, c'est une situation de harcèlement. Mais on ne peut pas appeler ça une situation de harcèlement si les postures bougent. Et on peut voir qu'elles bougent beaucoup. Donc, premièrement, il y a le harceleur, du coup, qui est en rapport avec le bouc émissaire, donc la victime, et avec les spectateurs. Parce qu'il faut savoir aussi que sans spectateurs, il n'y a pas de harcèlement, en fait. Parce que sans les spectateurs, le harceleur, il se sent pas puissant et ça lui procure aucun sentiment, donc ça fait qu'il n'a pas besoin de harceler. Et du coup, il y a la victime, qu'on peut appeler aussi le bouc émissaire. Et donc ça, c'est les 3 postures. Si elles sont figées, ça crée une situation de harcèlement. Et on peut aussi rajouter dedans les rebelles, du coup, eux qui influent. Donc c'est les élèves sentinelles et aussi les référents, mais voilà. Et du coup, nous, on influe que sur le bouc émissaire, donc la victime, et les spectateurs. On ne va jamais aller voir le harceleur, parce que ça peut nous mettre dans des situations après de vouloir se venger, ou même parce que ce n'est pas notre but du tout d'aller voir le harceleur, parce que voilà, nous, on s'occupe du coup des spectateurs, donc de leur dire, comme j'avais dit tout à l'heure, est-ce que si c'était toi à cette place-là, est-ce que tu n'aimerais pas que quelqu'un réagisse, et est-ce que tu aimerais qu'il y ait des spectateurs comme toi qui soit là et qui envenime la situation. Et auprès de la victime, en lui disant tu n'es pas toute seule, tu peux venir nous voir, en lui faisant comprendre que c'est pas normal et que personne n'a envie d'être à sa place et que c'est pas normal ce qu'elle vit. Et du coup, on le voit bien dans le film avec les moqueries qu'on voit derrière et qu'en fait on n'avait pas remarqué au début. On voit que c'est des spectateurs en fait, mais que ça influe quand même beaucoup sur le sentiment des personnes. Quand on reçoit des moqueries, ça reste... on le ressent pas bien. Voilà. Donc, ce que vont faire les élèves sentinelles, mais en fait, il y a plein de personnes qui vont le faire. Vous l'avez peut-être déjà fait aussi. C'est un réflexe humain, des fois, de se mettre en dehors du triangle quand quelque chose qui commence à être... un peu pervers et puis où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va avoir cette posture-là et en fait on va se mettre hors du triangle. Donc, c'est pour ça qu'on l'a positionné hors du triangle. Le rebelle, nous on a mis les sentinelles chez nous parce qu'on les forme à ça, mais on a des élèves qui ne sont pas formés sentinelles qui le font. Donc on va se mettre hors de ce triangle de l'abus qui se fige. Et donc ça c'est la version qu'on donne aux élèves pendant la formation on va faire des jeux où ils vont passer dans les différentes postures sans le savoir. Et puis, en fait, on va débriefer. On joue au loup-garou. Par exemple, le jeu que je vous disais tout à l'heure, on joue beaucoup au loup-garou pendant la formation. On a d'autres jeux, on appelle ça des jeux, nous, mais en fait, c'est plutôt des situations jouées où, en fait, on a des jeux de rôle et tout, mais on ne le voit pas forcément. Et en fait, on est en train de créer une situation de harcèlement. Et on leur fait vivre ça. Et après, on débriefe et on théorise tout ça. Donc ça, c'est la version qu'on donne aux élèves. Il y a la version adulte, j'ai mis bac plus 5 minimum, donc quelques-uns qui peuvent peut-être sortir de la salle. Là, je rigole. Parce qu'en fait, elle est un peu complexe à lire, mais on la maîtrise petit à petit, au fur et à mesure des expériences, on la maîtrise. Ce qui est important, qui apparaît là-dessus, qui apparaît pas ailleurs, c'est le poids de la norme. D'accord ? C'est qu'en fait, les harceleurs, c'est eux qui vont dicter la norme. Et les spectateurs, les témoins de la situation, ils vont subir cette norme-là. En fait, ils vont plutôt la suivre plus que la subir. Celui qui va la subir, ça va être la victime. Donc, si on prend un exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez du hand spinner. C'était un objet qui était à la base pour les élèves plutôt autistes qui avaient des troubles de concentration. Et en fait, c'est une espèce de toupie qu'on se fait tourner sur le doigt, là. Et on disait quoi tout à l'heure, il y a 4-5 ans, on se rappelait de ça. C'était devenu à la mode à fond, alors qu'à la base c'est un objet qui était plutôt moqué, qui était attribué à des personnes qui sont souvent moquées, les autistes, et donc qui étaient plutôt dans la partie victime. Et en fait cet objet-là est devenu, la norme a fait que c'est devenu un objet de mode, donc tout le monde voulait l'avoir. C'était avant un été là, et donc il n'y en avait plus assez. Rupture de stock, c'était à la mode, il fallait tout le monde l'ait, etc. Ça coûtait pas cher. L'été est passé, pendant l'été ils ont carburé, ils en ont fait des millions. À la rentrée, les élèves, les ados, ça se trouve, il y en a peut-être de l'ado qui faisait partie de ces générations-là. Et il n'avait plus d'importance pour cet objet. Et donc, celui qui avait un hand spinner à la rentrée,
qui était à la mode, qui était du coup dans les normopathes, là on appelle ça les normopathes, les malades de la norme. Donc on est malade de la norme, c'est la norme qui agit plus fort que sur nous qu'autre chose, par la peur, hein, j'ai mis la peur au centre là, parce que c'est la peur qui nous guide là-dedans, et donc j'ai peur de pas être comme tout le monde, j'achète un hand spinner, c'est bon, je suis noyé dans la masse, pas de problème, c'est pas de moi dont on va se moquer. Et puis en fait après l'été, c'est devenu ringard, et donc celui qui avait un hand spinner, les copains j'ai un hand spinner, ça y est c'est bon. En fait, il était devenu ringard et hop, il glissait de nouveau dans la posture de victime avec anciennement les autistes. Donc, en fait, la mode, la norme fait bouger ces postures-là. Et quand ça devient figé, c'est là qu'on parle, nous, de harcèlement. Quand dans une classe, c'est toujours le même qui est tout seul, c'est toujours les mêmes qui se moquent, c'est toujours les mêmes qui regardent et qui font rien ou qui suivent et qui rigolent de la situation. Là, ça devient enquisté, ça devient malsain. Et là, on parle de harcèlement. Donc, c'est comme ça qu'on le définit et qu'on l'explique aux élèves et aux adultes formés chez nous. Et donc, voilà, il y a plein de petites choses, de l'intimidation, de la manipulation, de la séduction. Mais non, tu m'aimes bien, toi, je te veux pas du mal, tu m'aimes bien, on a fait des trucs ensemble. Alors qu'en fait, il lui fait du mal parce qu'il se moque de lui devant les autres, etc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent vous rappeler des situations, parce qu'on en vit tous. Dans vos classes encore, là, en STAPS, vous en vivez sûrement. Au boulot, on en vit. Au collège, on a vécu un peu plus qu'ailleurs, peut-être. À l'école primaire, énormément. Donc, des situations de harcèlement. Nous, ce qu'on cherche, du coup, c'est l'entrée. On se focalise sur le bouc émissaire. Qui est isolé, qui est tout seul. Et du coup, c'est les prémices, en fait, du harcèlement. C'est surtout là-dessus qu'on va insister. Donc, pour illustrer aussi une façon de voir où les postures peuvent bouger, je regarde juste si j'ai pas oublié de vous dire quelque chose. Je ne crois pas. Important, donc là, la peur, je l'ai dit, hein, le poids de la norme et la peur, c'est ce qui fait que tout... Et on n'est pas des super-héros, les élèves ne sont pas des super-héros. On a des élèves qui sont formés en 6e, ils arrivent en 5e dans une nouvelle classe, et ça devient plus difficile, ils se retrouvent un peu dans les suiveurs parce qu'ils ne veulent pas tout de suite avoir la position de rebelle. Il y a des élèves qu'on a formés qui se retrouvent dans les situations, mais c'est pas grave en fait, parce que comme ils ont été formés, on va les voir, on les fait, tu te rappelles le triangle, t'es où là dans le triangle? Là, ok. Et du coup, ça permet d'avoir un langage commun et d'agir sur des situations qui sont en train de s'implanter dans la classe. Donc, une petite vidéo, la dernière. C'est un vol qui est commis au préjudice d'une personne qui s'est endormie sur les bancs en attendant sa rame de métro. Donc, c'est un phénomène qu'on a vu émerger il y a quelque temps. C'est ce qu'on a appelé, avec une très belle expression, les détrousseurs de l'aube. C'est ainsi qu'elle surnomme ces voleurs qui opèrent au petit matin, dès l'ouverture du métro. Leur cible, les travailleurs matinaux pas bien réveillés ou les fêtards alcoolisés qui attendent la première rame. Certains vont peut-être se reconnaître. Là, on est dans la technique d'approche. Donc il va s'asseoir. Voilà, il le pousse du genou pour voir si le monsieur dort. Voilà, d'un côté. Hop, je tapote avec la main. Je regarde ce qu'il a dans la poche. Est-ce qu'il a des clés? Est-ce qu'il a un téléphone? Est-ce qu'il a quelque chose qui m'intéresse? Et puis, on a fait la poche droite, on va faire la poche gauche. Caractéristique, une infraction, un vol. Et là, on voit apparaître un usager. C'est très clairement quelqu'un qui a le comportement d'un usager, qui attend sa rame matinalement, qui attend que la première rame arrive en station. Et là, qu'est-ce qui lui passe dans la tête? Je ne sais pas. Vous voyez, il est... Je stoppe vraiment... Il n'a pas l'attitude de quelqu'un qui est... il n'est pas bien, il est plié en deux. On se demande même s'il ne va pas vomir ou quelque chose comme ça. On se dit, tiens, il est vraiment pas bien, il est malade. Voilà. Et là, l'usager l'a vu. Donc il a vu qu'il s'est levé et vous allez voir que l'usager va le voir partir en crabe. Donc là, il n'a pas forcément compris que le monsieur était pas bien. Par contre, quand on va le voir partir en crabe, là, il peut pas ne pas comprendre que le type, il est complètement saoul. Et il le voit se rapprocher. Regardez, il est à 2 cm, il a les mains dans les poches. Il le voit. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Il est dans la même attitude. Et il tombe. Voilà, la chute est là, la personne est ici. Regardez l'attitude de l'usager. Demi-tour toute. Et là, je m'en vais. J'ai toujours les mains dans les poches. Donc, il a vu, il n'a aucun danger pour lui-même, la rame arrive. Or, l'usager qui a fait demi-tour,
ça ne l'alerte pas plus. Il sent bien que le danger va... Non seulement le monsieur est peut-être KO, mort ou électrocuté, mais qu'en plus, il y a le risque qu'il soit écrasé par la rame. À aucun moment, cet usager n'a fait quelque chose de positif pour porter assistance à l'usager, ni prévenu les secours, ni interrompu le trafic, ni se précipiter vers lui, ni lever les bras au ciel, ni crier, ni faire un réflexe. Voilà, il a fui. Il s'est comporté totalement comme un indifférent à tout le moins, voire, comme on employait l'expression tout à l'heure, comme un lâche, très clairement. Et le paradoxe dans cette séquence-là, c'est que c'est l'auteur du vol qui, lui, va venir porter assistance. Voilà le voleur. Le voleur, lui, arrive en courant. Et voilà l'usager qui a bien vu que la personne est tombée, qui a toujours les mains dans les poches, qui ne s'est approché de rien, qui ne s'approche pas de l'individu, et qui va même tenter de monter dans la rame, alors que le voleur, lui, se précipite pour lui porter secours. Et il va lui tendre la main, il va l'aider à remonter. Par chance, le jeune homme n'a rien. Il est juste un peu sonné. Grâce à son voleur, il a sans doute échappé au pire. Ça montre bien qu'il y a de l'humain derrière ce réflexe de l'assistance. Et que le voleur, il a réagi pas en voleur, il a réagi en être humain en se disant « Je suis peut-être un voleur, je suis peut-être un salaud parce que je suis un voleur, mais je suis pas un salaud au point de laisser cette personne s'électrocuter et ne pas spontanément... » Et on le voit courir vers l'individu. Donc on sent que l'humain a pris largement le dessus sur le voleur. Bah, c'est peut-être la belle leçon philosophique que dans tout voleur, il y a un être humain et que dans tout passif, il y a peut-être un salaud. Voilà, donc c'est un très bel exemple des postures. On ne naît pas harceleur, on ne naît pas victime, on ne naît pas spectateur à vie des situations et de rien faire. On peut agir, on peut faire des choses, et puis selon la situation, on peut pas forcément juger la personne qui a rien fait, parce que ça se trouve dans d'autres situations, on n'a rien fait aussi nous. Donc ça, notre rôle de témoin, de spectateur, celui qui peut se targuer de dire que je suis toujours intervenu quand il y a quelque chose d'injuste, et j'ai toujours fait quelque chose, il est costaud. Parce que voilà, c'est aussi, il faut du courage. Et puis là, ça nous paraît effectivement tous évident et presque à vomir comme situation. Mais ce rôle de spectateur, de témoin, on l'a tous eu, généralement, dans notre vie. Par contre, il y a une règle qui se vérifie quand même plus tôt, c'est que tous les harceleurs ont été harcelés. Et donc, souvent, nous, les harceleurs du collège sont souvent des harcelés du primaire. Et l'inverse ne se vérifie pas. Les harcelés n'ont pas forcément été harceleurs, hein, la plupart du temps, non même. Donc, et en fait, ce qui agit ça, c'est... là-dessus, c'est la peur, en fait. J'ai été harcelé en CM2. J'ai très mal vécu mon année de CM2. J'arrive au collège, je pars revivre la même chose. Je connais le mécanisme. Donc, qu'est-ce qui va être le plus rassurant pour moi? Je me mettre dans la bonne équipe, là, dans le suivre bien un harceleur ou moi-même être harceleur pour ne pas de nouveau être dans la position de la victime. Et donc, c'est moi qui vais agresser en premier pour pas me retrouver dans cette position-là. Donc ça, c'est la peur qui nous fait faire ça. On termine sur cette diapo. Pour aller plus loin, il y a ce petit livre là, enfin un grand livre en fait, même en exposition, qui a été rédigé du coup sous la direction de Max Schuming, qui avait réalisé le film là de Tout dit, et Éric Verdier, donc le psychologue communautaire dont je vous ai parlé. Et du coup, il y a des témoignages dedans de tous les acteurs du dispositif du Collège Chantenay, mais énormément d'ailleurs aussi qui ont participé à ça, avec des situations, des anecdotes, de comment on a résolu ou pas résolu l'affaire, et puis les apports théoriques d'Éric Verdier. Donc ça permet d'aller plus loin là pour ceux qui ça intéresse. Ce livre-là, vraiment, il y a beaucoup de choses. Et il y a des fiches outils aussi dedans sur des jeux des situations un peu jouées pour faire émerger des postures. Il y a tout ce qui est de la justice restaurative, comment on mène des entretiens de préoccupation partagée, etc. Donc il y a tous ces fiches outils dedans. Et puis, en ce qui concerne le monde de l'EPS, il y a aussi des petites choses. Moi, j'ai écrit aussi dedans. Et puis, voilà, là, je peux déjà, quand on constitue les équipes, quand vous êtes en stage, là, déjà, la plus classique des choses, il y a 4 chefs d'équipe, mes 4 meilleurs du basket pour équilibrer les équipes. Allez, c'est parti, vous en choisissez un chacun. Vous connaissez la suite, c'est toujours le même qui est en dernier, etc. Donc, je pense que ça évolue et je suppose que vos enseignants ici vous apprennent aussi autre chose. Mais moi, je le vois sur le terrain, il y en a encore qui font énormément les équipes comme ça. Donc, il y a encore des choses à changer. Une petite méthode, vous prenez les fruits,
pomme, banane, kiwi, et puis ça sépare les gens un peu au hasard comme ça. Mais vous savez très bien ce que vous faites finalement, donnant à qui la pomme, la banane et tout. Mais tout le monde a une équipe, il n'y a personne qui se retrouve en dernier. Donc c'est des petites choses comme ça qu'on peut faire déjà pour éviter un climat de souffrance à répétition. Et puis dans notre rôle bon, vous ne serez pas tous pro DPS, je trouve qu'il y a des choses, des éléments là qui composent l'audience qui sont dans différentes filières. Mais vous allez avoir des groupes peut-être en gestion, etc. Les déplacements, quand on se déplace avec les élèves, les vestiaires, comment on observe le groupe. Moi, je sais qu'avant d'être formé, j'avais une vision un peu plus centrale de ma classe. Et depuis que j'ai été formé, je regarde beaucoup plus en périphérie. Et je vais regarder beaucoup plus celui qui n'est pas accepté dans son équipe. Et je vais regarder beaucoup plus dans les trajets, quand on va sur les installations sportives. Et je vais regarder un petit peu plus ce qui se passe qu'avant. Parce que maintenant, j'ai les outils, je sais comment intervenir. Je sais un peu quoi faire pour aider cette personne-là. Et ça me rassure d'avoir des outils pour le faire. Donc voilà pourquoi on incite les gens chez nous à se former. Et de plus en plus, cette formation se diffuse dans l'académie. Et ce livre-là, il est bientôt en rupture de stock, il va être réédité. Donc si c'est là qui s'intéresse, qui veulent aller plus loin, vraiment, il y a tout ce dont on parlait là, avec des fiches outils qui peuvent vous permettre d'avoir des choses concrètement à mettre en place, notamment dans vos rôles de professeur principal ou de vous engager dans un établissement, au conseil d'administration. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire pour lutter contre le harcèlement. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Colette d'avoir participé à cette conférence aussi. Je salue son courage. Et puis, on ouvre le débat. On vous a mis quelques pistes, mais elles peuvent être autres complètement, mais des choses qu'on n'a pas forcément abordées, ou des choses sur lesquelles je suis passé un petit peu vite, ou Colette, vous avez envie d'en savoir plus sur son parcours scolaire, comment elle en est arrivée à se faire former. À vous la parole. Est-ce que le dispositif il peut intervenir en dehors du cadre scolaire? Avec, je sais pas, des associations, si l'élève il est dans un club, comme ça. Oui, complètement. C'est quelque chose. Donc, en fait, la base, la formation, c'est donc c'est Éric Verdier qui la met en place, et donc ça peut être dans le périscolaire, dans des clubs, etc. Et du moment qu'il y a une structure qui peut financer cette formation de 4 jours, c'est tout à fait possible de mettre en place ça. Alors après, nous, on l'a adapté au milieu scolaire avec des élèves qui se voient du coup au quotidien, qu'est-ce qu'ils peuvent faire au sein de la classe, quand est-ce qu'ils peuvent se rejoindre le midi. Donc il faut réinventer un petit peu comment on le met en place. Mais le principe déjà de voir le harcèlement, non pas seulement un harceleur, une victime, avec des spectateurs, et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la victime, forcément, ce principe-là... moi, depuis que je suis formé, j'utilise partout, en fait. Je le vois partout. Dans ma famille, je suis un peu relou parce que dès que je vois un truc qui va pas, du coup, je dis mon truc, ouais, mais toi aussi, avant, tu faisais ça. Ah oui, c'est vrai. Forcément, on le transfère un petit peu partout. Dans mon club de foot, c'est pareil, je vois des choses. Dans l'école de ma fille, je vois des choses. Donc, c'est pas du tout centré sur un établissement scolaire. Cette question-là, elle dépasse bien largement ce cadre. Déjà, bravo à vous pour cette manière de lutter contre le harcèlement. Je trouve ça très bien fait et en tout cas, c'est super innovant. Donc, pour nous, futurs profs de PS, je l'espère, c'est très intéressant. Mais je me demandais, du coup, quand il y a une situation de harcèlement, est-ce que vous faites intervenir les parents? Est-ce que vous les prévenez de la situation? À quel moment le cercle familial intervient? Je réponds parce que ça concerne la partie adulte. Effectivement, à partir du moment où on nous réfère la situation, là, dans cette étape-là, nous, on va en référer à la direction de notre établissement, qui vont soit joindre les familles, soit nous-mêmes, on va joindre les familles, pour rassurer tout de suite la famille. Par exemple, si on commence la démarche des entretiens, elle ne se fait pas en une demi-journée. Des fois, on dit à l'élève de revenir une semaine après. Donc, tout ce temps-là d'attente, il peut être très violent si on n'est pas au courant de la situation. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va appeler les familles et dire on est au courant de la situation, on va agir, d'accord, patience, on va tout faire pour que votre enfant il n'est pas tout seul, ça a été vu, et on va agir dans les semaines là, qui arrivent pour déboucher sur quelque chose, essayer de réparer ce qui a été abîmé. Donc le lien avec les familles, il va se faire plutôt à ce moment-là, du coup, si une situation est enquistée et que du coup il y a un mal-être qui est avéré et qu'il faut réparer.
Merci pour la présentation. C'était vraiment très, très enrichissant d'avoir à la fois le point de vue de l'enseignant et le point de vue de l'élève. D'ailleurs, parce qu'on a la chance d'avoir une élève sentinelle, j'avais une question concernant les situations auxquelles vous êtes confrontés. En fait, pour vous, en tant qu'élève sentinelle, quelles sont les situations qui sont les plus difficiles à gérer ? Je sais pas s'il y a des situations qui sont plus difficiles à gérer que d'autres, mais je pense que s'il y en aurait, c'est quand on remarquerait des situations chez des amis ou chez des gens qu'on connaît très bien. Et parfois, c'est arrivé à des amis qui se sont rendus compte de choses en fait qui duraient depuis très longtemps et ils se sentaient très très mal de ne pas l'avoir vu avant en fait. Et c'est quand ils ont fait la formation Sentinelle qu'ils ont commencé à voir des choses qu'ils voyaient pas du tout avant, mais qui se sont rendus compte qu'en fait ça faisait beaucoup plus longtemps que ce que eux ils voyaient, et du coup ils se sont sentis assez mal après avec ça. Et sinon parfois il y a des situations où après c'est assez rare, et c'est ça aussi qui est super avec les sentinelles, c'est que vu que c'est de la libre participation, à tout moment on peut dire moi cette situation elle est trop lourde à gérer pour moi, j'ai besoin que quelqu'un d'autre prenne le relais. Mais ça arrive parfois qu'on nous dise des choses qui sont un peu difficiles à entendre et parfois difficiles à entendre tout seul. Et donc, c'est super aussi d'avoir des permanences où on peut dire « Moi, j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça un peu dur à entendre. Je trouve que je me sens pas trop de continuer au moins tout seul à faire ça. Est-ce que quelqu'un se sent de venir avec moi ou même de prendre le relais ?» Donc, voilà, ça, c'est super. Effectivement, on a des situations qui, du coup, nous sont transférées tout de suite ou qui sont transférées à d'autres. Et ça, c'est les permanences du midi qui permettent ça. C'est de l'intelligence collective, on l'utilise beaucoup. Et les élèves, ils sont brillantissimes là-dessus, sur ce sujet-là, en formation, quand ils s'expriment. Et en fait, le fait juste d'en parler, et parce que des fois, les situations, c'est au sein même de la classe, et on n'a pas envie d'avoir cette posture d'aller voir les spectateurs et tout, et on préfère que ce soit quelqu'un d'extérieur de la classe. Et le fait qu'on ait plusieurs élèves formés dans différents niveaux, différentes classes, et ben, on peut faire intervenir d'autres élèves sur la situation parce que c'est une amie proche ou parce que cet élève-là, je ne m'entends pas avec lui. Et puis souvent, l'élève qui est victime, souvent non, mais ça peut arriver, il peut être agressif, il peut être désagréable parce qu'il n'a pas envie de se faire aider. En fait, s'il se fait aider, c'est qu'il reconnaît aussi d'un coup qu'il n'est pas bien et il n'a pas envie, non, c'est bon, laissez-moi, je veux manger tout seul, je suis bien comme ça, il n'y a pas de problème. Et en fait, juste la démarche d'aller rompre l'isolement avec lui, des élèves, déjà dans un premier temps, ça fait du bien. Et puis si d'autres élèves arrivent après, ou on revient une semaine après, finalement la situation elle est moins compliquée qu'à premier abord, où on a été reçu un peu difficilement par l'élève qui n'avait pas envie de se faire aider à ce moment-là, mais finalement il est rentré chez lui, il s'est dit « Ah, je suis pas fou, en fait, il y a un truc pas normal qui m'arrive là ». Souvent les élèves ils leur disent « C'est pas normal ce qui t'arrive depuis le début de l'année, juste parce que t'es roux, tu te fais traiter de sale rouquin depuis le début de l'année, c'est pas normal ». Parce qu'en fait, quand le truc il s'installe dans la tête de la victime, d'un moment, c'est normal, oui, je suis roux, donc tous les roux, on se moque d'eux, c'est normal, je ferai comme ça toute ma vie, quoi. Donc voilà pourquoi des fois c'est important de l'intelligence collective, de le partager, et puis que d'autres interviennent sur des situations où la victime a été plutôt agressive dans un premier temps. Bonsoir. J'avais une question. Donc, comment est-ce que vous amenez le dispositif, comment vous sensibilisez les élèves en fait dès la 6e pour avoir autant de participants à ce dispositif? En 6e, on fait des sensibilisations au 6e pour leur faire découvrir le dispositif avec des petits jeux pour qu'ils comprennent aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de 6e qui arrivent et qui connaissent pas en fait, qui savent pas ce que c'est vraiment le harcèlement. Donc déjà, comprendre ce que c'est important, savoir que c'est pas normal, et aussi du coup leur faire comprendre un peu ce que c'est le dispositif. Et voilà, souvent du coup ça leur donne envie de venir après aux formations. Et ce qui est cool aussi, ça c'est pas exactement la question, mais c'est que justement avec la libre participation, il y a beaucoup de gens en fait qui font les formations, qui viennent pas trop après aux réunions parce qu'ils ont d'autres choses à faire le midi ou qu'ils n'ont pas envie de s'impliquer autant dans le dispositif. Mais très souvent, en fait, c'est des élèves qui, quand même, après la formation, vont rester très attentifs. Et le jour où ils vont voir quelque chose de pas normal, ils vont avoir le réflexe de venir, ou même d'intervenir directement. Donc, ils ont toujours des réflexes qu'ils gardent après
même s'ils ne reviennent pas souvent aux réunions. On faisait, alors Colette ne l'a pas vécu parce qu'avec le Covid, on n'a pas pu trop le faire ces dernières années, mais on va aussi dans les écoles primaires du secteur. Et en fait, on va faire une heure de sensibilisation avec du coup des élèves sentinelles formés qui vont jouer le rôle de formateurs aussi, et puis qui vont, du coup, on va faire des petits films, on va décrire un peu ce qu'on fait comme action. Et du coup, même aux portes ouvertes, on a un petit stand aussi. Et quand les élèves ils arrivent en 6e, il y en a plein qui parlent que de ça, quoi. La petite sœur de Colette, elle est arrivée en 6e cette année. C'est quand la formation? Je veux la faire, etc. Et donc, on a plus de demandes que de places, malheureusement, à chaque fois, parce qu'on les emmène donc, on les sort du collège, on les emmène à Préfaille, donc au-dessus de Pornic, là. On fait, du coup, sur 2 jours avec une nuitée la formation. Et donc, ça nous permet aussi d'attirer tout type de profil d'élèves. C'est-à-dire que, OK, il y a une petite carotte oui, c'est comme un voyage, une nuitée, mais nous, ça nous permet de les sortir de la cour, de leur réseau, et du coup, on peut accrocher n'importe quel type d'élève à cette formation-là. Ça coûte 20 € pour l'engagement pour les élèves, et ils partent 2 jours se faire former. Et donc ça les attire énormément. Là, par exemple, la formation, on l'a fait le 3 et 4 mars, et on a déjà on a dû refuser 20 élèves, déjà pour l'instant, qui voulaient se faire former et qu'on n'a pas pu les faire cette année. Bonsoir. Je voulais savoir, c'était quoi votre rôle enseignant ou élève dans le cas où un élève ne veut pas se faire aider? Qu'est-ce qui se passe dans le intervenir si jamais il ne veut pas qu'on l'aide? Vous, c'est quoi votre rôle? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est déjà si on l'a repéré et qu'on a rompu l'isolement, en allant le voir, déjà c'est une première étape hyper importante. Même s'il y a de l'agressivité, finalement il a quand même entendu quelque chose, et on a des situations qui sont complexes, hein. Et puis du coup on peut agir sur la classe aussi, pour qu'il y ait des actions qui soient faites sans forcément avec sa volonté à lui, mais on va dire à la classe, voilà, on trouve que dans la classe, cet élève-là est souvent mis de côté, et puis on va faire comme une vie de classe de justice restaurative, et puis il y a des choses qui peuvent sortir, dire effectivement, mais il veut jamais qu'on vienne dans cette équipe-là et qu'on le prenne dans notre équipe, donc on va parler avec des messages clairs. Et puis, on va essayer de se retrouver une solution avec la classe pour que, est-ce qu'on peut essayer de faire un roulement sur les équipes, etc., pour que cette personne-là ne soit pas toujours choisie en dernier quand vous allez faire un exposé. Et puis, mine de rien, des fois, c'est un autre adulte qui va venir, et il suffit des fois d'attendre 1 semaine, 2 semaines, et une personne qui n'est pas bien, cette première réaction de fermeture, et puis 2 semaines après, en fait, elle va s'ouvrir. La plupart du temps, on a très rarement des situations où on n'arrive à rien du tout, à obtenir aucune expression de l'élève ou aucun bien-être, ou on n'a pas forcément de remerciement, mais souvent l'élève qui refuse qu'on s'occupe de lui, mine de rien, il a vu qu'il n'était pas tout seul et qu'on avait un regard bienveillant sur lui. Et rien que ça, déjà, c'est une action qui peut être importante dans sa vie. Et bonsoir déjà. Et du coup, comment ça se passe? Enfin, vous avez dit qu'il y avait 2 jours de formation pour les élèves sentinelles. Et une fois que les élèves ils sont dans le projet, comment ça se passe une fois qu'il y a un cas d'harcelé qui est repéré? Est-ce qu'il y a des réunions qui sont mises en place où là, les cas ils sont exposés, ou alors chaque cas est réglé de manière plutôt isolée? Ah non, là, c'est vraiment c'est de l'intelligence collective. J'ai un cas dans ma classe, je viens à la permanence du midi, et j'en parle avec tous les présents qui sont de différents niveaux, différentes classes, et on va parler. Et en fait, il y a la confidentialité des permanences. Les élèves sont aussi, quand ils s'engagent à être sentinelles, ils ont un engagement, une charte à signer pour dire ce dont je vais parler dans les permanences, ça ne sort pas des permanences. Et du coup, là, il va y avoir des adultes, des élèves et qui vont parler du même sujet, et on va mettre, voilà, soit parce qu'on a fait quelque chose, ou on veut faire quelque chose, et du coup, il ne faut pas le faire tout seul, et il faut quelqu'un d'autre, soit pour vérifier que l'action qu'on est en train de faire, ça va dans le bon sens, ou soit parce qu'on est bloqué, on ne veut pas le faire, et là, du coup, on sollicite les autres pour le faire. Mais à chaque fois, les situations, elles sont dites avec qui est la victime dans les permanences. Par contre, la règle essentielle, c'est que la personne qui rapporte la situation ne désigne pas et ne nomme pas les personnes qui harcèlent. Pourquoi? Parce que si elle les nomme, c'est une balance. Et à partir du moment où les élèves sentinelles sont des balances, c'est fini. C'est-à-dire que là, ils ne peuvent plus agir. C'est impossible. Donc, les élèves sentinelles, quand on va sensibiliser les classes et tout, on précise bien que les élèves, ils s'occupent de la victime et des spectateurs, mais en priorité la victime. Et jamais, quand on leur apprend en formation, c'est jamais d'intervention auprès du harceleur directement. Ça peut se retourner contre eux, ou alors ça va se retourner contre le harceleur, qui du coup va devenir le méchant de la classe, et tout le monde va faire
Ah, mais c'est vrai, c'est toi depuis le début de l'année qui rigole, qui lance les insultes, etc. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que tout le monde dans la classe a vu, tout le monde a rigolé. Et donc, c'est pour ça qu'on est toujours dans quelque chose de communautaire, de collectif. Parce que si on s'intéresse que au harceleur, on va retourner la situation. En fait, on va retourner le triangle. Et donc, la personne qui se moquait depuis le début va être la personne, le grand méchant, qui va être moqué. On retourne juste le triangle, mais on n'a pas. Donc, il faut s'occuper des auteurs, des faits, des spectateurs aussi, et essentiellement pour nous, et de la victime. Parce que sinon, la situation se répète. Donc, c'est pour ça que des fois, les élèves qui viennent aux permanences avec une situation, ils ont leur vision de leur classe. Et puis, le fait de réfléchir à plusieurs, on va dire, mais attends, mais est-ce qu'il est vraiment isolé, cet élève? Ça nous est arrivé plein de fois. Bah non, mais parce que l'autre, il est méchant, il réagit pas bien, etc. Et l'autre, il dit, attends, mais s'il n'est pas isolé, qui est vraiment isolé dans ta classe? Ah, c'est peut-être lui, en fait, la victime. Et donc, il y a vraiment une réflexion dans les permanences. Les réflexions sont impressionnantes là-dessus. Et c'est pour ça que jamais l'élève agit seul. Il agit toujours à deux minimum avec un autre élève. Et les situations sont rapportées en permanence pour qu'on ait un œil dessus aussi, voir comment ça évolue. On a un suivi, quoi. On ne s'arrête pas juste « Oh, c'est bon, j'ai été le voir, ça va, on s'arrête ». Non, on regarde l'année d'après, on peut ressortir les comptes rendus. On a un compte rendu à chaque fois dans les permanences. Et on ressort « Ah oui, l'année dernière, dans sa classe, ça a commencé pareil. Il y avait lui aussi, hop, etc. » Donc voilà comment on agit à plusieurs. Bonsoir, moi j'avais une petite question. Est-ce que ça s'est arrivé à des élèves ou même à vous de devoir régler un problème de harcèlement qui concernait un enseignant, une classe qui s'était retournée contre un enseignant? Bonne question. On a eu des élèves sentinelles dans les permanences qui sont venus et qui étaient un peu timides, mais qui nous ont dit, voilà, le problème, il concerne plutôt un enseignant. Et donc là, beaucoup plus compliqué à gérer. Parce que là, du coup, c'est notre collègue. Et là, du coup, ça ne va pas être de notre ressort. Avec les élèves, on ne va pas aller sur ce terrain-là, d'essayer que l'élève il se mette dans une position à aider l'enseignant dans la classe et tout. Et là, c'est pareil, ça va devenir le petit chouchou, le faillot. Voilà. Donc ça, c'est un domaine où les élèves ne vont pas agir sur les adultes. Donc ça va plutôt les adultes référents, où on va plutôt aller voir les adultes dans la salle des profs, où on va aller voir l'adulte en question et voilà, rompre ce mal-être avec cette classe-là, dire écoute, moi j'ai cette classe-là, il m'arrive la même chose, t'es pas tout seul, voilà. Donc ils vont nous faire remonter des choses, mais on va pas prendre le même fonctionnement. Les élèves qui vont agir auprès d'un enseignant, ça serait compliqué là. Vous avez évoqué un problème au niveau de comme quoi il y aurait trop d'adultes de formés dans l'établissement. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Trop de profs. Alors, non, c'est bien en fait que plus il y a du monde à être formé, c'est bien. Mais dans la constitution de notre équipe d'adultes, le fait qu'il y ait trop d'enseignants fait qu'on peut agir que d'une certaine manière. En fait, les enseignants, nous, on voit les élèves au sein des classes. On les voit pas trop dans la cour, on les voit pas trop devant le collège, on les voit pas forcément au réfectoire. En EPS, on les voit un peu plus dans des environnements un peu plus libres. Mais en fait, sans les AED, donc les surveillants, sans l'infirmière qui reçoit des cas, l'assistante sociale qui reçoit des cas, on a besoin des CPE aussi parce que du coup, ils sont un peu le relais de tout ça. Ils ont leur porte qui est ouverte en permanence. Et les agents qui vont voir devant... en fait, un harcèlement il est rarement fait devant les yeux d'un prof parce qu'on sait que ça va nous retomber dessus. Donc souvent, c'est fait devant le collège, ou c'est fait dans la cour ou au réfectoire. Et du coup, les yeux d'autres adultes que profs sont hyper enrichissants pour détecter. Et puis, l'élève qui ne se sent pas bien, il faut qu'il puisse à n'importe quel moment aller voir un adulte référent. Donc, ils sont repérés dans le collège. Hein. Les adultes référents, on fait un film de présentation au début d'année où on montre tous les élèves et les adultes formés pour que l'élève puisse aller voir un adulte en cas de problème. Et effectivement, les bureaux qui sont ouverts en permanence sont beaucoup plus simples d'accès que moi, si je suis en cours, j'ai l'élève qui vient, je ne vais pas pouvoir l'accueillir, je ne vais pas avoir le temps de bien prendre... Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des profs parce que ça pose des regards sur les classes et puis essayer quand on est prof principal, de mettre des petites vies de classe particulières avec des jeux et tout. Mais c'est essentiel d'avoir des adultes d'autres corps de métier, quoi. Bonsoir. Du coup, moi, j'avais une autre question par rapport au fait si des élèves relèvent du harcèlement vis-à-vis d'un prof. Comment ça se passe? Alors, est-ce que tu peux définir un exemple ou quoi? Un enseignant qui s'acharne toujours sur le même élève, qui peut être cassant avec lui. Certains, du coup, qui rigolent, ce qui peut vouloir faire rire les autres élèves. Ou Ouais, tu viens de le dire. Et s'il fait rire les autres élèves, du coup, là ok, on rentre dans quelque chose de collectif. Parce qu'un enseignant qui s'acharne tout seul sur un élève, il
il y a forcément soit ça lui apporte une jouissance personnelle, mais il y a un côté pervers qui est quand même malsain, ou soit c'est parce qu'il va vouloir faire rire la classe devant tout le monde. Et donc là, il y a cette perversité qui est décuplée avec le rire des autres élèves. Mais cette barrière-là, élève-enseignant, on ne va pas mettre le dispositif à l'intérieur de ça. Par contre, ça peut être signalé par des élèves à la permanence. Et puis nous, on peut remonter le problème. Et puis il y a du coup peut-être des adultes qui vont intervenir en vie de classe. Comment on peut régler cette histoire-là? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Donc on va régler ça comme un problème de vie de classe en général, mais on ne va pas rentrer dans un procédé comme tout à l'heure. Quand ça mélange adultes-élèves au sein d'un établissement, c'est quand même compliqué de reprendre ce procédé, quoi. Mais pourtant, effectivement, ça peut arriver. On a tous des images d'enseignants, on a l'impression qu'ils nous ont pris en grippe, etc. Et puis des fois, voilà, il faut mettre les choses à plat. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que vraiment il me veut du mal? Et exprimer les ressentis en fait, de l'élève, de l'enseignant, de la classe, des témoins de ces situations. Mais le danger, ce serait de tout retourner, de dire qu'il n'y a que le prof qui est coupable. Et donc là, ça se retourne contre le prof et lui, il devient isolé dans sa classe. Et là, c'est le bazar aussi. Donc il faut être toujours dans une vision d'ensemble. Et puis si on peut régler ça avec plus d'adultes, avec quelqu'un d'extérieur de la classe, c'est mieux. Je sais pas si on... Ah, bonjour. J'aurais une question, je suis juste ici. Est-ce que vous avez déjà pu régler justement un problème comme ça avec un harceleur et un harcelé, mais la situation a recommencé avec le même harceleur? Et si jamais vous n'avez pas déjà vécu ça, qu'est-ce que vous envisageriez? Est-ce que vous referiez les mêmes actions ou est-ce que vous auriez une autre approche? Alors oui, c'est déjà arrivé, notamment avec le fait qu'il change de classe et que c'est une posture qui peut rassurer un harceleur d'avoir cette posture-là dans la classe. Et donc, quand il change de classe, il peut de nouveau vouloir le faire. Soit c'est parce qu'on n'a pas été assez loin, on a cru qu'on s'était arrêté au R, au I, c'était intervenu, la situation s'est arrêtée, en gros, le harceleur il a compris qu'il était grillé, donc il arrête. Et souvent, ça c'est ce qui arrive, et là, ça veut dire qu'on n'a pas été assez loin. Et dans ce cas-là, il faut qu'on passe à l'étape des entretiens, de susciter l'empathie, et puis de la réparation en classe entière, qui du coup là fait que les cartes sont dévoilées, les rôles sont définis, et là du coup on va demander au harceleur d'aller réparer devant tout le monde ce qu'il a abîmé, quoi. Et donc là ça va aller plus loin, ça va être un marqueur somatique plus important pour lui, d'aller jusqu'à là. Si ensuite la situation recommence, c'est que c'est un nouveau groupe, ou alors le groupe n'a pas compris, on recommence. On recommence la vie de classe, on dit voilà, on avait parlé de ça, il y a forcément un élément qu'on a oublié, quelque chose qu'on n'a pas senti, donc on va refaire cette vie de classe collective, cette réparation. Et puis on va faire un suivi de l'auteur, c'est-à-dire que et de la victime. On ne va pas les laisser après cette vie de classe dire voilà, c'est bon, c'est réglé. On peut les revoir, on se voit toutes les 2 semaines, ça va en ce moment dans la classe, ok, très bien. Et l'auteur aussi, on va s'en occuper. Pour justement qu'ils ne recommencent pas des choses comme ça et qu'ils comprennent le garder dans un état d'esprit de bienveillance. Mais ça arrive plusieurs fois finalement que les situations recommencent parce qu'on n'a pas été assez loin. La situation, on l'a repérée très vite. Et les élèves sentinelles nous permettent ça, de repérer sur les réseaux sociaux aussi. Parce que du coup, ils sont aussi présents sur les réseaux sociaux. Alors du coup, nous, souvent, on a 3 semaines de retard sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des choses qui se passent en dehors et puis nous, on ne les voit pas, les enseignants. Et en fait, les élèves peuvent repérer des choses. Ils ont déjà signalé des groupes. Ouais, il y a un groupe là qui s'est créé. C'est pas génial. Alors, soit ils vont envoyer un message privé directement à la victime, disant oh, c'est pas normal ce qu'il dit sur toi, etc. Ils vont utiliser le même procédé. Ils vont le référer. Et puis nous, on va pouvoir intervenir dans la classe un peu plus vite que si on n'avait aucune info sur ce phénomène-là. Vous avez parlé des liens que vous aviez avec les écoles primaires, que vous interveniez là-bas. Est-ce que vous avez aussi des relations un peu avec les autres collèges? Ou alors des retours d'anciens élèves sentinelles qui sont partis au lycée, qui poursuivent un peu le truc? Oui, alors les élèves qui arrivent, là, donc là, ça fait 6 ans qu'il est mis en place le dispositif chez nous. Donc, on a des élèves qui sont formés, qui sont arrivés là à la fac, et qui sont passés par le lycée et qui ont essayé de le remettre en place aussi au lycée. Mais il faut qu'il y ait des adultes qui soient motivés, il faut qu'il y ait une direction qui soit motivée pour mettre ça en place. Mais ils ont cette volonté de le faire. Et ils sont revenus au collège, ils veulent toujours revenir nous voir un peu comment ça continue, tout ça. On les sollicite des fois pour aller dans les interviews presse, à l'extérieur, on peut faire plein d'actions différentes.
Et donc, ils ont ça en eux, d'avoir envie de le... Enfin, une fois qu'on l'a, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on le voit partout et du coup, ils ont envie de le refaire dans leur nouvelle classe de lycée. Mais là, on se confronte aux limites, c'est qu'il faut qu'il y ait un groupe porteur, un noyau porteur dans les établissements pour mettre ça en place, quoi. Mais par contre, c'est tout à fait possible de continuer à agir. Enfin, ils le font, en fait. Ceux qu'on revoit, ils le font encore dans leur classe. Peu importe la classe dans laquelle ils agissent encore dans la façon dont ils ont été formés, quoi. C'est bon. Et vous m'entendez? Ok. Alors, moi, je voulais savoir, est-ce que le fait que les élèves ils connaissent le dispositif Sentinelle, ça fait que ça réduit le harcèlement? Et si vous... Enfin, la deuxième question, et si vous avez vu la différence entre la première année où vous l'avez mis en place et du coup, cette année-là, par exemple? Merci. Alors, est-ce qu'on a moins de harcèlement? Oui et non. On a sûrement plus de situations qui sont tuées dans l'œuf parce qu'elles sont repérées. Mais c'est un peu comme, là, je vois dans les nouvelles générations là, des élèves qui arrivent, les sixièmes notamment l'année dernière, sur le sexisme. On avait l'impression que ça a explosé au collège. On avait de plus en plus de remontées de cas de sexisme dans les classes, etc. Parce qu'en fait, les filles, les jeunes filles, elles sont plus sensibilisées à ça dans les médias, avec Angèle, etc. Et en fait, elles en repèrent plus. Et donc, ça ressort plus. Mais est-ce qu'il y en avait moins avant du sexisme que maintenant? Je ne crois pas. Et donc, là, c'est un peu pareil, en fait, sur le harcèlement. C'est-à-dire qu'on repère plus de situations, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a plus. Ou depuis que les premières années, on l'a mis en place, est-ce qu'il y en a moins? Là, il y a une enquête climat scolaire qui a été faite dans notre établissement, où justement, par rapport à 2017, dans les pourcentages des réponses des élèves, il y a une grosse chute d'élèves qui se sentent qui se sentent pas bien au sein du collège, qui ont un mal-être, ou une grosse chute de cas de harcèlement repérés. Donc, dans l'enquête, on avait quand même 800 élèves, donc il y a beaucoup d'élèves qui ont répondu, et je n'ai plus les chiffres en tête, je l'ai vu, j'ai parcouru le mail rapidement, parce que l'enquête vient de tomber, mais on a vraiment une chute donc ce serait une réponse chiffrée, mais vous m'avez entendu tout à l'heure, j'aime pas trop les chiffres. Donc, je suis plus sur... voilà, ce qui est repéré, tant mieux que ce soit repéré, et s'il y en a beaucoup, tant mieux qu'on le sache. Et puis, de toute façon, du harcèlement, même des élèves qu'on forme, qui sont au top du top, ils se retrouvent dans une nouvelle classe, ils peuvent eux-mêmes se retrouver dans des situations où ils suivent une nouvelle façon de fonctionner, parce que c'est un peu humain, en fait. On se protège soi, on a peur, et du coup, on n'a pas envie de se retrouver, de prendre le risque de se retrouver en victime, donc on préfère ne rien faire ou suivre, ou même, si encore pire, impulser, quoi. Bonsoir, merci pour votre présentation. Moi, j'ai une question autour d'une interrogation sur le poids quand même qui pèse sur les élèves sentinelles, puisqu'ils sont confrontés à des situations ou à la gestion de situations qui sont violentes, voire très violentes. Et donc, eux peuvent ressentir cette violence aussi, et même si visiblement cette violence est partagée et qu'ils font preuve d'une grande maturité, comme c'est le cas du discours que tu viens de tenir, au moins de ce que tu nous as montré, ça fait plaisir. Déjà, bravo, merci. Quelle est la position des institutions, quelles sont vos relations avec le ministère, le rectorat, dans la mise en œuvre et dans le développement de ce dispositif? Alors déjà, en fait, il y a le harcèlement, quand ça arrive dans une classe, que ce soit violent, pas violent ou même très violent, en fait, ça concerne tout le monde. Tout le monde le voit, tout le monde l'a vu. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est déjà d'outiller les élèves. On ne leur oblige pas, et c'est la libre participation. Si c'est trop dur pour eux, ils peuvent ne pas faire. On les outille en fait à repérer et à intervenir déjà avec la victime. Si c'est trop dur, Colette, elle a dit tout à l'heure, c'est trop dur, je transfère. Et ça, finalement, ils le font instinctivement. Si c'est trop compliqué, ils le font. Donc, et surtout, une fois qu'ils s'engagent à être sentinelles, ils ne s'engagent pas à régler toutes les situations et à se mettre dans toutes les situations. Et nous, on ne leur dit pas, tu as 5 situations à régler, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore 4 en vie, là. Donc là, on est quand ça se passe dans une classe, finalement, tout le monde le voit. Alors, il y en a qui sont plus acteurs que d'autres, mais c'est incontestable qu'en fait, quand il y a une situation de harcèlement, ça concerne tout le monde. Donc, on se dit autant repérer ce que c'est, définir ce que c'est avec eux et leur donner des outils pour intervenir. Ensuite, du coup, nous, c'est pour ça qu'on est des adultes aussi présents en permanence
et on chapeaute ça parce qu'effectivement, on ne peut pas laisser le truc se faire complètement par les élèves, même si c'est eux qui vont faire 80% du travail. Forcément, on a une vigilance là-dessus. Alors, quel rôle est-ce qu'il se sent et quel rôle il va avoir là-dedans. Voilà. C'est pour ça qu'avant d'intervenir, on est toujours au courant souvent de ce qui va être fait, sauf si c'est une situation qui est plutôt banale. Ensuite, vis-à-vis des institutions, il y a eu un virage là, l'année dernière, avec le programme phare. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est donc le ministère qui a mis ça en place. C'est en gros, dans les établissements, il faudrait qu'il y ait un dispositif pour lutter contre le harcèlement dans tous les établissements. Donc là, nous, on est établissement pilote cette année. Et il va en avoir de plus en plus dans tous les établissements. Et donc, dans le dispositif phare, il y a 10 recommandations, dont faire participer, rendre les élèves acteurs, avoir 10 ambassadeurs, ils appellent ça, au minimum dans les établissements, qui agissent pour lutter contre le harcèlement. Donc, finalement, avant, on était aussi questionné là-dessus, le rôle des élèves, vous êtes sûr, est-ce que c'est faisable ? Et en fait, petit à petit, l'institution nous suit là-dedans, enfin nous suit, je ne sais pas s'ils nous suivent, mais va aussi dans cette direction-là, en voulant donner un rôle aux élèves sur ce sujet-là, et pas que un problème que les adultes doivent gérer, parce qu'en fait, on ne voit pas tout, loin de là. J'aimerais savoir comment vous gérez le cyberharcèlement, du coup. De la même façon. En fait, comme j'expliquais tout à l'heure, le cyberharcèlement, alors nous, on ne le voit pas parce qu'on n'est pas sur le réseau des élèves. Soit ça nous arrive en retard parce que l'élève victime commence à en parler ou c'est sorti dans la classe et on commence à avoir les oreilles qui sifflent et on dit « Oula, il y a un truc ». Donc là, souvent, on a un peu de retard, le truc est déjà fait. Ou alors, on a des élèves sentinelles qui sont dans les groupes et qui vont agir de la même façon. Donc, qui vont voir le phénomène démarrer et qui vont dire « Ah là, il y a un truc ». Et qui vont aller voir la victime et dire « Dis donc, je t'ai vu là sur les réseaux, c'est dur là ce qui t'arrive, c'est pas normal que tu sois mis en photo, partagé partout et tout, ça doit être dur pour toi, voilà. » Et pourquoi pas envoyer des messages aux gens qu'on va connaître dans la classe en disant « T'aimerais bien être à sa place ?» Ça va être le même procédé en fait sur le cyberharcèlement, c'est juste que c'est amplifié x10, ça va hyper vite, mais on va le faire comme ça. C'est mine de rien notre point faible, mais je crois que c'est le point faible de tous. Comment lutter contre le cyberharcèlement, on n'a aucun pouvoir sur les gens derrière leur écran. Et donc, il y a des campagnes là, de sensibilisation dans les concours, etc., pour faire des vidéos pour sensibiliser à ça. On peut que sensibiliser. Là, on a fait un film l'année dernière avec Colette, qui a fait une grande actrice, sur le cyberharcèlement qu'on va présenter au 4e. Et là, le but, c'est à partir de ce film-là, à la fin, c'est une fin un peu dramatique de l'élève qui va se suicider. L'histoire, c'est une élève qui arrive d'un autre établissement, qui a été victime de sexisme dans son autre établissement, qui arrive dans le nouvel établissement et il lui arrive la même chose et ça va trop loin pour elle et ça la pousse au suicide. Et sauf qu'avant qu'elle saute, on arrête l'image et là on pose la question, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Et là on va entamer notre séance avec les 4e. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que l'amie qui était à côté d'elle dans la classe, qu'est-ce qu'elle aurait pu lui dire, qu'est-ce qu'elle aurait pu lui faire pour essayer de l'aider. Donc on va être sur de la sensibilisation et puis on va essayer de créer avec eux des stories, du coup Insta, etc., avec les élèves pour lutter contre le cyberharcèlement. C'est une partie de prévention. Et après, dans l'action, dans l'intervention, on va utiliser le même procédé qu'on utilise, qui est forcément moins efficace que du harcèlement en direct dans les classes ou dans les groupes, quoi. Mais pour l'instant, effectivement, pas de solution ultra miracle pour lutter contre le cyberharcèlement. Bonsoir. Merci à tous les deux. D'abord, c'était super intéressant. Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des cas qui soient un peu en dehors du cadre scolaire ? Par exemple, des harceleurs ou un harceleur en dehors de l'établissement, ou alors une victime, mais victime dans un club, en dehors de l'établissement également. Et comment est-ce que vous avez pu gérer ça ? Alors, ça dépend ce qu'on définit en dehors de l'établissement. Si tu me parles de club, effectivement, ça va être éloigné de nous, mais aux abords de l'établissement, dans le tramway à la sortie ou juste devant l'établissement, ça va nous concerner forcément. Si c'est à partir du moment où c'est des élèves du collège, ça va nous concerner. Après, si dans le club, dans un club de sportifs à côté, il se passe ça, c'est un élève du collège qui nous le rapporte, ça m'est jamais arrivé, hein, mais la première démarche que j'irai faire, c'est recueillir le témoignage. Et puis après, aller voir auprès du club, du coup,
ce qui se passe un petit peu, voir l'éducateur, ce qu'il peut m'en dire. S'il y a d'autres élèves du collège dans le club, on peut intervenir comme ça, mais si ça concerne un élève du collège, on va forcément se sentir concerné, quoi. Donc, mais c'est pas arrivé à nos oreilles plus que ça. D'accord, merci. J'avais une petite question sur les contenus de la formation des élèves sentinelles. Comment vous apportez la chose? Est-ce que c'est des présentations comme ça? Est-ce que c'est des activités, des ateliers, des mises en situation voilà. En fait, c'est un peu des deux. Il y a des activités, des petits jeux qui mettent justement en situation à travers un jeu. Au début, on ne se rend pas compte. Et puis à la fin, en fait, quand on en discute, on se rend compte qu'en fait, c'était dans un jeu une situation qui pourrait se révéler une situation de harcèlement. Et je me souviens plus de la fin de la question. C'était sur les jeux du matin? Non, Oui. la question, la question, c'était sur les contenus, comment vous avez appris, et comment on vous forme sur les 2 jours. Du coup, il y a ça, il y a les activités, les jeux, voilà, il y a les vidéos qu'on revoit. Et en fait, on fait surtout des débats. On joue au loup-garou et après, on voit les postures. Parce qu'en fait, dans le loup-garou, il y a toutes les postures, on peut les retrouver facilement. Et après, on explique aussi tout ce qu'on vous a expliqué, le triangle, comment réagir, sur qui on peut intervenir. Et voilà. Et donc après, donc ça c'est le premier jour, en fait on leur fait vivre les situations, avec des choses qui sont marquantes, et en fait ça va nous permettre d'avoir des exemples avec lesquels on va prendre le triangle l'après-midi du premier jour, on va on va leur faire découvrir le triangle, mais on va rien mettre dessus, pas de mots, etc. Et on va leur faire placer différentes postures qu'on a vues dans les jeux. Allez, le loup-garou, vous le mettez où? Ok. Ce matin, là, sur un jeu du bateau, en fait c'est un jeu où tout le monde est dans un bateau, c'est une corde au sol, par exemple, et en fait, on n'a pas le droit de parler, c'est juste avec le regard. Et quand tous les regards sont dirigés vers une personne, cette personne-là doit sortir d'elle-même du cercle, pas du bateau, et pour être finalement le dernier. Et donc, on va faire, dans ces situations-là, il y a un moment quelqu'un qui a impulsé un regard pour une personne, et les autres l'ont suivi, hop, on a des suiveurs, on a un impulseur, etc. Donc, on va, à travers ces jeux-là, faire émerger les différentes postures. Et puis, des fois, on a des élèves dans ces jeux-là qui vont refuser, qui vont dire, ah non, moi, désolé, je parle, c'est pas possible, on est en train de faire quoi? Donc, il y a des gens où la petite fille au loup-garou qui, à un moment, va rêver et dire, non, cette personne-là, je suis sûr qu'elle est innocente, hop, elle va avoir une posture rebelle. Donc, à travers les jeux, on va finalement dégager toutes les postures et on va théoriser le triangle. Donc, sur la première journée. Deuxième journée, on va plus être dans l'émotion, on va faire susciter justement tout ce qui est plus justice restaurative. On va essayer d'aller chercher des choses qui ont été abîmées aussi chez les élèves, et puis à travers une activité, essayer de réparer ça, de faire comprendre qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on a été insulté, comment on peut offrir un trésor à une personne qui a été abîmée, et voilà, on va faire vivre ça aux élèves, donc c'est assez puissant au niveau émotionnel. Et puis sur la dernière après-midi, ça va être, nous on va s'occuper avec les adultes, de leur transmettre comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., les outils, concrètement, comment on les met en place. Et les élèves, en fait, on a des élèves formateurs à la formation. On a 6 adultes formateurs et 6 élèves formateurs, et donc qui ont déjà vécu la formation, comme Colette, qui était formatrice l'année dernière, et qui, là, du coup, va expliquer aux nouveaux arrivants comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut intervenir, etc. Donc ça, c'est le contenu de la formation en 2 jours, parce qu'on l'a fait tous les ans. La formation à la base d'Éric Verdier, elle est sur 4 jours, et il y a encore plus de situations vécues, encore plus de choses travaillées. Pour la première fois, on installe le dispositif pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc nous, on a réduit, par souci logistique et financier, sur 2 jours, parce qu'on le fait tous les ans, et puis on entretient finalement à travers les permanences la théorie et les interventions possibles. Bonsoir. Je voulais savoir si certaines familles préféraient porter plainte que de passer par exemple par le réseau Sentinelle, et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? On n'a pas eu le cas, mais ça pourrait largement arriver. Souvent, quand ça arrive, c'est qu'on a été défaillant sur notre communication déjà. Ça veut dire qu'on n'a pas appelé les familles au bon moment, trop tard. Il y avait trop de choses qui étaient déjà enquistées et qu'on a agi trop tard. Et du coup, on a des familles qui vont
à ce moment-là être dans la protection de leur enfant et vont vouloir tout de suite avoir une sanction et avoir ce ouf de soulagement. On a déjà eu ça, mais en fait, la famille est revenue après coup parce qu'en fait, ça s'est repassé dans la classe l'année d'après, malgré les grosses sanctions qu'il y avait eu, etc., conseil de discipline, exclusion de l'établissement pour l'élève. C'est revenu. Et on remarque finalement que la sanction est c'est du court terme, quoi. C'est-à-dire, on évite le problème, mais finalement, on ne le règle pas. J'ai plus l'impression que la victime, tant qu'elle n'a pas été réparée et reconnue en tant que victime, elle ne peut pas avancer. Et donc après, on a forcément des parents d'élèves ou des chefs d'établissement qui préféraient être dans quelque chose de plus dans la loi, dans le légal, et dire voilà. Puis il y a des tarifs maintenant, harcèlement c'est tant d'années de prison, etc. Il y a aussi cette part-là du ministère qui nous embête un petit peu parce que c'est pas notre vision des choses. Mais si on peut, on essaye. Si la famille préfère une autre voie, on peut rien faire, elle fait une autre voie, mais mine de rien, on va quand même essayer de faire quelque chose auprès de la victime, quoi. Enfin, c'est difficile de refuser l'intervention sentinelle qu'un autre élève aille voir si son enfant va bien, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors, on va peut-être prendre une dernière question, s'il y en a une. Je crois qu'il y a une main qui est levée. Ensuite, on va arrêter la discussion ici, même si vous pourrez prolonger, bien sûr, avec le livre, mais aussi, comme on est dans l'Académie de Nantes, Pablo n'est pas très loin. Donc, voilà, après, tu vas être surchargé de mails aussi. Mais je précise, tout ça est bénévole. Voilà. Non, mais au collège, les permanents des adultes qui font les formations, les midis, etc., c'est bénévole. Là, c'est la première fois que la fac me rémunère une intervention ce soir et je leur remercie. Mais depuis 6 ans, tout ce qu'on fait les adultes, on le fait bénévolement. Donc, comment on construit la formation, comment on va mener les entretiens, les permanences, tout ça est bénévole. Et là, effectivement, sur l'institution, comme elle nous suit, là-dessus, elle ne nous suit pas trop. Et ça commence à venir petit à petit, mais voilà. C'est au bon vouloir des gens et la volonté de l'engagement des gens, quoi. Du coup, ma question, c'était par rapport... Du coup, quand il y a des situations avec des victimes, est-ce que c'est pas difficile des fois d'accueillir la parole parce que ce qu'on entend c'est pas toujours facile, etc. Et est-ce que, comment vous formez à recueillir la parole des victimes ou des choses comme ça, ou je sais pas si pendant des temps de formation, dans la formation de 2 jours, des fois il y a des choses qui sortent ou des choses comme ça. Comment ça se passe en fait? Du coup, pendant la formation, il y a que disait M. Félez, pendant la 2e journée, en fait, il y a tout un temps de témoignages et bien sûr, il y a aucune obligation et de réparation après. Et donc, du coup, déjà, là, à ce moment-là, on apprend, en fait, à travers le moment qu'on vit, comment réagir, comment recueillir des témoignages, des paroles, voilà. Et après, en fait, après avoir fait la formation, ça vient... c'est pas le plus difficile à faire, en fait, d'écouter. Justement, c'est un peu ça qu'on recherche le plus. Parce que souvent, le plus dur, c'est que les personnes, en fait, nous fassent assez confiance pour nous parler. Du coup, le moment où elles nous parlent, en général, on n'a pas trop de mal à écouter et après à relayer ou pas cette parole si jamais la personne veut. Et voilà. Oui, voilà, c'est les 49%, c'est qu'on ne peut pas faire plus que ce que la personne fait, mais on l'accompagne quand même le plus possible, mais pas plus que ce qu'elle ne fait. Bien, merci. Un grand merci à vous deux.